Par une matinée brumeuse de novembre 1887, les habitants de la vallée du Rhône, non loin de Lyon, découvrirent un mystère qui allait hanter leur mémoire collective pendant plus d'un siècle. Car au cœur de la grande maison des Monclar, l'une des familles les plus influentes de la région viticole, un document taché de vin et de sang fut retrouvé. Portant le sceau du comte Armand de Monclar, ancien officier décoré de la guerre de 1870, personnage respecté, admiré pour sa rigueur militaire et redouté pour son tempérament inflexible. Mais, derrière l'image de l'homme d'honneur, se cachait un univers de cruauté méthodique et d'obsession pour le contrôle qui dépassait l'entendement. Et ce qui allait éclater au grand jour ce matin-là, c'était moins une simple tragédie familiale qu'une démonstration glaciale de la façon dont le pouvoir, l'orgueil et la science mal comprise pouvaient se transformer en instruments de terreur. Car tout commença un an plus tôt, en automne 1886, lorsque le comte annonça ses fiançailles avec la brillante et ambitieuse Hélène Duvernoy, issue d'une lignée d'industriels lyonnais enrichis par la soie. Une jeune femme de 25 ans à la beauté célébrée dans les salons et dont l'éducation cosmopolite lui avait donné accès aux idées les plus modernes de l'époque. Mais, derrière ces airs gracieux, elle cachait une intelligence aiguë et une volonté farouche de ne pas se contenter du rôle décoratif qu'on réservait généralement aux épouses de notables. Car, dès leurs premiers entretiens, sous les plafonds peints de la demeure Monclar, Hélène avait interrogé son fiancé avec un intérêt singulier. Non pas sur la gestion de la maison, mais sur les rendements des vignes, sur la comptabilité des ouvriers agricoles, sur les procédés de fermentation. Et Armand, flatté par cette curiosité peu commune chez une femme de son rang, lui avait ouvert ses registres comme il aurait fait à un associé d'affaires, ignorant que derrière chaque chiffre qu'elle notait avec soin se dissimulait un plan plus sombre. Car Hélène ne se contentait pas d'apprendre. Elle voulait expérimenter, transformer, imposer une méthode qui, selon ses propres mots, ferait entrer la viticulture française dans une ère nouvelle, quitte à sacrifier des vies sur l'autel du progrès. Et c'est à ce moment que fut forgée l'idée qui allait tout précipiter. En guise de cadeau de mariage, elle exigea de son futur mari la pleine autorité sur 10 ouvriers triés sur le volet, une famille entière de vendangeurs piémontais installés depuis des générations dans les vignes du domaine, réputés pour leur cohésion, leur endurance et leur loyauté. Un groupe que la comtesse voyait non pas comme des employés, mais comme un échantillon d'études. Car elle avait entendu, à travers sa correspondance avec certains penseurs hygiénistes italiens et des industriels allemands fascinés par la discipline ouvrière, des méthodes expérimentales de contrôle social et de productivité qui allaient bien au-delà des pratiques habituelles de la campagne française. Et ce qu'elle proposa à Armand fut présenté avec le même naturel qu'un choix de décoration florale. Isoler ces 10 personnes dans un ancien chai réaménagé en atelier, appliquer sur eux des règles strictes d'isolement, de surveillance et de récompense, observer leur obéissance, briser les liens familiaux qui, selon elle, nuisaient à l'efficacité du travail, et transformer ainsi un groupe de vignerons en ouvriers modèles, capables de produire davantage avec moins de fatigue apparente. Une proposition qui aurait dû horrifier n'importe quel homme, mais qui séduisit étrangement le comte. Car après les crises de phylloxéra qui avaient ravagé les vignes et menacé sa fortune, l'idée d'un procédé inédit pour accroître les rendements lui apparut comme une innovation audacieuse, un risque calculé digne de sa réputation de stratège. Et ainsi, au lieu de rejeter la demande d'Hélène, il engagea un notaire discret, me Bonivet, réputé pour ses affaires louches, afin de rédiger un contrat secret transférant à son épouse la totale autorité sur ses 10 ouvriers, indépendamment de toute hiérarchie traditionnelle. Car il fallait à tout prix éviter que le reste de la communauté ou même l'Église ne s'en mêle. Et dès l'hiver 1886, les préparatifs commencèrent. Le vieux chai, abandonné depuis des années, fut transformé en un bâtiment à l'architecture inquiétante, avec des murs renforcés, des fenêtres grillées, des chambres séparées par de lourdes portes de bois, et au centre, une vaste salle nue que la comtesse appelait la salle d'instruction, équipée non seulement d'outils agricoles, mais aussi de dispositifs d'entrave et de contrôle venus d'Oncézou. Un lieu où la terre nourricière se mêlait désormais à l'ombre de la coercition scientifique. Et lorsque les vendanges de 1887 approchèrent, la famille piémontaise fut convoquée et enfermée sous prétexte d'un travail spécial destiné à l'amélioration des procédés de vinification. Mais très vite ils comprirent que ce n'était pas un privilège, mais une cage, car chaque jour, Hélène les soumettait à des règles arbitraires, les séparait les uns des autres, les affamait légèrement, tout en leur promettant de récompenses s'ils atteignaient certains objectifs absurdes, et notait méticuleusement leurs réactions dans des carnets qu'elle considérait comme la preuve de sa supériorité intellectuelle. Mais ce que ni Hélène ni Armand n'avaient prévu,
c'est que l'expérience, au lieu de briser les liens de cette famille, les renforcerait, que la souffrance partagée se transformerait en détermination collective, et qu'au cœur du chai, au fil des semaines, naissait non pas une docile main-d'œuvre, mais une conspiration patiente, nourrie par la rage et l'instinct de survie. Une conspiration qui, à l'automne 1887, allait éclater au grand jour dans des circonstances qui transformeraient la maison Monclar en légende maudite. Mais, avant que la vallée ne découvre l'ampleur du désastre, les invités du mariage venus de toute la région sirotaient encore le champagne, ignorant qu'au lieu d'une union fastueuse, ils assistaient aux prémices d'un drame dont les échos résonneraient bien au-delà des collines du Beaujolais. L'hiver de 1887 s'installa sur la vallée du Rhône avec ses brouillards épais et son froid mordant, enfermant le domaine des Monclar dans une atmosphère étouffante où les vignes dénudées ressemblaient à des rangées de spectres figés. Et dans ce décor gelé, la famille piémontaise, enfermée dans le vieux chai, subissait jour après jour l'expérience de la comtesse Hélène, faite de privations minutieusement dosées, de fausses promesses et de châtiments arbitraires, car elle avait perfectionné un système qu'elle appelait la méthode Vernois, consistant à isoler les membres de la famille les uns des autres, à inventer de prétendues trahisons pour semer la discorde, à récompenser l'un en punissant l'autre afin de briser tout lien affectif. Mais malgré l'apparence de docilité qu'elle obtenait, une résistance invisible grandissait, un fil invisible tissé par Pietro qui, loin de céder, observait et calculait avec la froide détermination d'un stratège. Car il avait compris que la peur pouvait être transformée en arme et dans chaque punition infligée à sa mère, dans chaque larme arrachée à sa petite sœur, il voyait non pas une humiliation, mais une leçon sur la faiblesse de leur bourreau. Car les gardiens, deux anciens soldats payés par Armand, avaient des habitudes répétitives, des moments d'inattention, et Hélène, obsédée par ses carnets, s'approchait parfois trop près, convaincue qu'ils étaient brisés. Mais en réalité, elle leur révélait ses manies, ses gestes, ses routines, et Pietro mémorisait tout avec une précision terrifiante, transformant sa douleur en stratégie. Tandis que dehors, les rumeurs enflaient. Plusieurs domestiques disparurent mystérieusement, envoyés selon Armand travailler dans des propriétés voisines. Mais Marguerite, la vieille cuisinière, savait qu'ils avaient été réduits au silence parce qu'ils avaient vu ou entendu trop de choses. Et elle commença à organiser dans les cuisines, lors de veillées nocturnes, des réunions secrètes qu'elle appelait des cercles de prière, mais qui servaient en réalité à partager les bribes d'informations recueillies par les uns et les autres, créant un réseau discret au sein même du domaine. Et bientôt, un récit effroyable prit forme parmi les domestiques. Cris étouffés au milieu de la nuit, silhouettes d'ouvriers piémontais amaigris qu'on apercevait par les interstices du chai, caisses de matériel étrange livrées par un serrurier de Lyon, instruments qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture, mais tout avec la contrainte et la souffrance. Et ces témoignages murmurés prenaient la tournure d'une légende vivante, car chacun savait qu'il se passait quelque chose d'inhumain derrière ces murs, mais personne n'osait défier le comte et sa nouvelle épouse, dont l'influence dans la région était trop grande. Et pourtant, le ver était déjà dans le fruit, car les Piémontais, loin de s'effondrer, avaient réussi à se doter d'un langage secret, coups codés sur les tonneaux, morceaux de pain gravés de signes discrets, regards calculés lors des rares rassemblements imposés par Hélène. Et cette langue clandestine devint l'outil de leur résistance, leur permettant d'élaborer un plan d'une complexité insoupçonnée, qui culminerait au printemps lors des vendanges expérimentales prévues par Hélène pour prouver l'efficacité de sa méthode, et tandis que l'hiver s'égrenait en nuits interminables, Pietro, dans sa cellule glaciale, imaginait chaque détail. Comment neutraliser les gardiens, comment détourner les outils agricoles en armes, comment piéger Hélène elle-même dans sa salle d'instruction. Et cette préparation méthodique contrastait avec l'assurance aveugle de la comtesse, qui se voyait déjà citée dans les journaux scientifiques de Paris comme une pionnière de la discipline ouvrière, ignorant qu'à force de vouloir réduire des êtres humains à des chiffres et à des réflexes, elle forgeait dans le silence une révolte d'une intensité qu'elle n'aurait jamais pu soupçonner. Et c'est ainsi que le 12 février 1888, quand la neige recouvrait encore les coteaux, survint le premier acte ouvert de résistance. Un soir, alors qu'un des gardiens pénétrait seul dans le couloir pour distribuer la maigre pitance, Pietro et son frère cadet Enzo l'attirèrent par un stratagème. Et en quelques secondes, l'homme se retrouva étouffé sous un drap rêche, désarmé et maîtrisé, son corps caché derrière des tonneaux vides. Et ce fut le signal attendu depuis des mois, la peur venait de changer de camp. Et au même instant, dans le grand salon du château Monclar, Armand portait un toast à la gloire du futur vin scientifique qu'il espérait présenter aux expositions universelles, inconscient que dans l'ombre du chai, une armée de 10 âmes suppliciées venait de lever l'étendard invisible de la vengeance.
La disparition soudaine d'un des gardiens, un ancien caporal qui avait servi en Algérie, passa inaperçue aux yeux d'Armand, qui crut à une désertion provoquée par la rudesse de l'hiver. Mais dans les profondeurs du vieux chai, Pietro et sa famille savaient que c'était la première victoire d'une longue guerre silencieuse. Car le corps de l'homme, dissimulé sous des amas de sarments secs, n'était pas seulement une preuve de courage, mais un avertissement adressé à Hélène. Ces cobayes n'étaient plus des victimes, mais des adversaires. Et pourtant, la comtesse, absorbée par ces carnets, ne comprit pas les signes, croyant encore que ces sujets d'expérience obéissaient par conditionnement, alors qu'ils obéissaient pour mieux masquer leurs intentions. Et chaque jour qui passait rapprochait l'heure où la cage se retournerait contre ses maîtres. Car Pietro, secondé par Penzo et leur mère Lucia, élaborait un plan d'une audace stupéfiante. Utiliser les vendanges de mars prévues par Hélène pour démontrer l'efficacité de sa méthode à quelques industriels lyonnais conviés comme témoins privilégiés, comme l'occasion de frapper au grand jour, devant les yeux même des puissants qui pensaient applaudir un exploit scientifique. Mais pour que cette révolte soit plus qu'un acte désespéré, il fallait qu'elle devienne un message, et Pietro avait compris, en écoutant les bribes de conversation rapportées par Marguerite la cuisinière, que la notoriété des Monclar serait leur talon d'Achille, car si le scandale éclatait, il ne resterait plus rien de leur réputation. Et ainsi, les prisonniers transformés en conspirateurs commencèrent à rédiger, sur des morceaux de papier volés, une chronique détaillée de leur calvaire, décrivant les méthodes d'Hélène, les humiliations infligées, les expériences absurdes, un véritable réquisitoire qu'ils prévoyaient de laisser derrière eux comme une arme plus puissante que n'importe quelle fourche ou couteau. Et dans le même temps, les cercles de prière organisés par Marguerite dans les cuisines s'amplifiaient, attirant non seulement les domestiques, mais aussi quelques vignerons voisins qui parlaient de l'étrange silence entourant la famille piémontaise. Car tout le monde avait remarqué leur absence soudaine des champs, et des chuchotements naquirent. On disait que le comte et sa femme pratiquaient des rites impies, qu'ils avaient vendu 10 âmes au diable pour sauver leurs vignes. Et l'abbé Rochefort, bien que tenu au silence par la crainte du scandale, notait dans ses sermons une insistance nouvelle sur les dangers de l'orgueil humain et de la science sans morale. Mais ce n'était encore rien comparé à ce qui se préparait, car dans le chai, les vendangeurs avaient réussi à retourner contre leur bourreau le système même qu'Hélène avait mis en place. Les épreuves de productivité qu'elle imposait servaient de couverture parfaite pour tester des armes improvisées. Les concours absurdes devinrent des répétitions déguisées de coordination, et la salle d'instruction, conçue pour briser leur esprit, devint le théâtre secret où ils affûtaient leur volonté de tuer. Et quand vint le mois de mars 1888, le domaine Monclar se préparait à accueillir une réception inédite. Une poignée de banquiers, d'ingénieurs et de négociants de vin furent invités à observer la démonstration de la méthode Vernois, présentée comme un modèle révolutionnaire de discipline ouvrière. Et ce matin-là, sous un ciel encore chargé de brouillard, les invités parcoururent les allées des vignes guidées par Armand, vantant les promesses d'une récolte future. Tandis qu'Hélène, rayonnante, s'apprêtait à présenter son chef-d'œuvre dans la salle d'instruction, ignorant que de l'autre côté des portes, Pietro et les siens attendaient, les mers pendues, chaque geste calculé, prêt à transformer la démonstration en carnage, car lorsque les convives franchiraient le seuil, ils ne verraient pas des ouvriers obéissants, mais une famille ressuscitée par la haine, prête à livrer une vérité éclatante, dans le sang et dans le feu. Et déjà, dans le cœur des vignes, le vent semblait chuchoter que la maison Monclar allait basculer de l'histoire à la légende. Le 18 mars 1888, dès l'aube, la grande cour du domaine Monclar s'emplissait de carrosses vernis et de fiacres élégants, d'où descendaient des hommes en redingote sombre et des dames emmitouflées dans des manteaux de fourrure, invités privilégiés d'une expérience que la comtesse Hélène présentait comme une révolution sociale. Et dans le grand salon où l'on servait café et pâtisserie, les conversations bruissaient d'attente et de curiosité, certains espérant découvrir une nouvelle méthode de gestion applicable à leurs usines ou à leurs vignobles, d'autres mus par un simple désir de sensationnel. Mais tous loin de se douter qu'ils assistaient aux prémices d'un drame dont ils deviendraient les otages. Car au même moment, derrière les murs épais du vieux chai, Pietro et sa famille achevaient de préparer leur soulèvement, ayant transformé outils agricoles en armes, manches de serpe en piques, éclats de verre en lames. Et chaque membre de la famille savait quel rôle jouer. Enzo devait neutraliser les gardiens.
Lucia s'occupait des enfants pour les protéger. Pietro menait l'assaut, tandis que les autres attendaient le signal convenu. 3 coups secs frappés sur le tonneau central qui marquerait le basculement de leur existence de victimes en bourreaux. Et quand Hélène entra enfin, escortée d'Armand et d'un petit groupe de notables triés sur le volet, elle n'aperçut d'abord que 10 silhouettes alignées, immobiles, tête baissée, dociles comme elle les rêvait. Mais ce silence n'était pas celui de la soumission, c'était celui de la tempête contenue. Et lorsque sa voix claire résonna pour présenter la méthode Vernois et qu'elle se tourna pour montrer aux invités le fruit de ses expériences, Pietro frappa 3 fois le tonneau de ses poings. Un bruit sec qui fit sursauter les convives. Et soudain, l'ordre calculé de la démonstration bascula dans le chaos. Enzo bondit sur le premier gardien, lui enfonçant une serpe dans la gorge, tandis que Pietro brisait les chaînes de ses compagnons qui, armés de barres de bois et de morceaux de fer, se jetèrent sur leur geôlier. Et dans les cris et le tumulte, Hélène comprit trop tard que ces cobayes n'avaient jamais été domestiqués, mais qu'elle avait affûté leur haine comme une lame. Car les 10 Piémontais, au lieu de se battre dans le désordre, attaquaient avec une précision implacable. Chaque geste appris dans le secret des nuits de captivité. Et bientôt le sol fut rouge du sang des gardiens. Les notables reculant, horrifiés, certains criant à l'aide, d'autres paralysés par l'incrédulité, et Armand, d'abord figé, tenta de dégainer son sabre d'apparat, mais Pietro le désarma d'un coup sec, posant la pointe de l'arme sur sa gorge, et dans le silence glacé qui suivit, Hélène, haletante, chercha à reprendre la parole, à expliquer, à convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu, mais Pietro la força à contempler les carnets qu'elle avait laissés sur la table, ces pages couvertes de notes où chaque souffrance avait été consignée comme un simple chiffre. Et il lui dit d'une voix ferme : « Tu nous as réduits à des expériences, nous te réduirons à un exemple. » Et dès lors commença une scène que nul invité n'oublia jamais, car les Piémontais transformèrent la salle d'instruction en tribunal, exposant devant les convives terrorisés les méthodes d'Hélène, lisant ses propres phrases comme autant de sentences, et chaque mot prononcé était ponctué d'un supplice infligé à celle qui se croyait savante, ligotée à l'un des instruments qu'elle avait fait installer, contrainte de subir la faim, la soif, le froid qu'elle avait imposé aux autres. Et pendant que ces cris résonnaient, Pietro ordonna à un notable de Lyon, pris comme témoin involontaire, de recopier sur le champ la confession de la comtesse, dictée par ses propres bourreaux, afin que nulle bouche puissante ne puisse nier ce qui avait été vu et entendu. Et lorsque la nuit tomba, les convives, retenus prisonniers dans le chai, comprirent que leur présence ne servirait pas à valider une méthode, mais à garantir que le scandale éclaterait au grand jour. Car le message des Piémontais était clair. Si un seul d'entre eux sortait vivant, le monde saurait. Et ainsi ce qui avait commencé comme une réception mondaine se transforma en séquestration collective, les plus riches prisonniers d'une poignée de vendangeurs humiliés qui, dans leur rage froide, avaient découvert une arme plus puissante que le sang versé. La vérité, mise par écrit, irréfutable. Et ce soir-là, tandis que les feux de la grande maison s'éteignaient et que les collines s'enveloppaient de silence, la dynastie des Monclar entra dans son crépuscule, car plus rien ne pouvait désormais étouffer la clameur qui naissait dans les ténèbres. À l'aube du 19 mars 1888, un silence lourd planait sur le domaine Montclair, mais ce n'était plus le calme feutré d'une demeure bourgeoise, c'était celui d'un champ de ruines où les murs mêmes semblaient garder mémoire des cris de la nuit. Car dans le vieux chai, la révolte des Piémontais avait atteint son paroxysme, et tandis qu'Hélène gisait ligotée à l'un de ses propres instruments, brisée par la terreur qu'elle croyait imposer, Armand, humilié et désarmé, était forcé d'assister à l'effondrement de son nom et de son autorité, entouré de notables qui, désormais prisonniers, ne verraient plus en lui un modèle de discipline, mais l'incarnation de la cruauté aveugle et du ridicule. Et Pietro, debout devant eux, imposait son récit, lisant à haute voix les carnets d'Hélène comme on lit un acte d'accusation, chaque page transformée en preuve irréfutable des crimes commis, chaque phrase enchaînée à un témoignage. Et plus les heures passaient, plus il devenait clair que les Piémontais ne cherchaient pas seulement la vengeance, mais la mémoire, car ils savaient qu'ils ne pourraient peut-être pas survivre à l'inévitable répression, mais que leur histoire, consignée et transmise, survivrait au-delà des murs de Montclair. Et ainsi, ils obligèrent plusieurs invités à recopier le récit, multipliant les exemplaires pour qu'aucune tentative de censure ne puisse effacer leurs cris. Et lorsque le soleil se leva enfin, ils prirent la décision ultime. Quitter le chai, non pas en fugitifs désespérés, mais en procession d'ombre déterminée, emmenant avec eux les carnets, les copies et la comtesse elle-même, traînée comme un trophée sinistre à travers les vignes encore couvertes de givre.
Et ceux qui, cachés dans les villages voisins, les aperçurent ce matin-là, crurent voir un cortège sorti des enfers, 10 silhouettes faméliques, mais dressées avec une dignité farouche, précédées par la femme qui les avait martyrisés et qui désormais marchait pieds nus dans la boue, objet de leur mépris. Et derrière eux, la grande maison Montclair n'était plus qu'un tombeau, car les convives enfermés furent libérés plus tard par les domestiques, tremblants, incapables de raconter sans frissonner ce qu'ils avaient vu, l'ordre aristocratique renversé par des paysans réduits au rang d'expérience. Et l'abbé Rochefort, venu bénir les lieux quelques jours plus tard, décrivit dans une lettre qu'il croyait encore voir des ombres mouvantes entre les ceps de vigne, comme si l'âme du domaine avait été consumée, et la rumeur se répandit vite à Lyon, puis à Paris, portée par les témoins survivants et par les copies des carnets que Pietro avait imposé d'écrire. Documents qui circulèrent d'abord clandestinement dans les cercles socialistes et anarchistes, puis dans la presse militante, déclenchant un scandale retentissant. On y lisait les détails des privations, des humiliations, des tests infligés aux enfants, des méthodes inspirées par les obsessions pseudo-scientifiques d'Hélène, et le nom des Montclair, jadis synonyme de gloire militaire et de grand cru, devint en quelques semaines synonyme d'horreur et de décadence. Et si Armand tenta encore de mobiliser ses relations pour étouffer l'affaire, il se heurta au silence gêné de ses pairs, car nul ne voulait être associé à une telle ignominie. Et déjà, dans les milieux populaires, la légende des Piémontais de Montclair grandissait, racontée dans les cafés comme une preuve que même les plus opprimés pouvaient se dresser et faire trembler les puissants. Et certains disaient que Pietro et les siens avaient réussi à fuir vers la Suisse par les cols enneigés. D'autres affirmaient qu'ils s'étaient dispersés dans les faubourgs de Lyon, infiltrant les réseaux ouvriers pour poursuivre leur lutte sous d'autres formes. Et d'autres encore juraient qu'ils avaient péri dans les forêts proches, engloutis par le silence de la répression. Mais peu importe, leur nom, leurs gestes, leur histoire avaient dépassé leur chair, et ils étaient devenus un mythe, un symbole brandi dans les meetings ouvriers, un murmure répété dans les ateliers de soierie, une menace chuchotée par les domestiques à leurs maîtres. Et la maison Montclair, elle, ne se remit jamais, abandonnée après la faillite du comte, rachetée puis désertée, envahie par les herbes folles et les ronces, transformée en ruine que les enfants du pays évitaient par crainte d'y croiser les fantômes des Piémontais. Et jusqu'au XXe siècle, on continua de dire que les nuits de mars, on entendait, parmi les ceps desséchés, le bruit de 3 coups frappés sur un tonneau, comme l'écho éternel du signal de Pietro, rappelant à tous que la discipline imposée par la cruauté peut parfois engendrer non pas l'obéissance, mais la révolte, et que dans les entrailles même de la souffrance peut naître une force capable de renverser les empires, car la tragédie des Montclair, loin d'être un simple épisode de violence, devint une légende fondatrice, prouvant que même dans les châteaux les plus riches, l'orgueil et l'inhumanité peuvent transformer l'histoire en malédiction, et que les pages écrites dans le sang ne s'effacent jamais. À l'aube du 19 mars 1888, un silence lourd planait sur le domaine Montclair, mais ce n'était plus le calme feutré d'une demeure bourgeoise, c'était celui d'un champ de ruines où les murs mêmes semblaient garder mémoire des cris de la nuit. Car dans le vieux chai, la révolte des Piémontais avait atteint son paroxysme, et tandis qu'Hélène gisait ligotée à l'un de ses propres instruments, brisée par la terreur qu'elle croyait imposer, Armand, humilié et désarmé, était forcé d'assister à l'effondrement de son nom et de son autorité, entouré de notables qui, désormais prisonniers, ne verraient plus en lui un modèle de discipline, mais l'incarnation de la cruauté aveugle et du ridicule. Et Pietro, debout devant eux, imposait son récit, lisant à haute voix les carnets d'Hélène comme on lit un acte d'accusation, chaque page transformée en preuve irréfutable des crimes commis, chaque phrase enchaînée à un témoignage. Et plus les heures passaient, plus il devenait clair que les Piémontais ne cherchaient pas seulement la vengeance, mais la mémoire, car ils savaient qu'ils ne pourraient peut-être pas survivre à l'inévitable répression, mais que leur histoire, consignée et transmise, survivrait au-delà des murs de Montclair. Et ainsi, ils obligèrent plusieurs invités à recopier le récit, multipliant les exemplaires pour qu'aucune tentative de censure ne puisse effacer leurs cris. Et lorsque le soleil se leva enfin, ils prirent la décision ultime. Quitter le chai, non pas en fugitifs désespérés, mais en procession d'ombre déterminée, emmenant avec eux les carnets, les copies et la comtesse elle-même, traînée comme un trophée sinistre à travers les vignes encore couvertes de givre.
Et ceux qui, cachés dans les villages voisins, les aperçurent ce matin-là, crurent voir un cortège sorti des enfers, 10 silhouettes faméliques, mais dressées avec une dignité farouche, précédées par la femme qui les avait martyrisées et qui désormais marchait pieds nus dans la boue, objet de leur mépris. Et derrière eux, la grande maison Montclair n'était plus qu'un tombeau, car les convives enfermés furent libérés plus tard par les domestiques, tremblants, incapables de raconter sans frissonner ce qu'ils avaient vu, l'ordre aristocratique renversé par des paysans réduits au rang d'expérience. Et l'abbé Rochefort, venu bénir les lieux quelques jours plus tard, décrivit dans une lettre qu'il croyait encore voir des ombres mouvantes entre les ceps de vigne, comme si l'âme du domaine avait été consumée, et la rumeur se répandit vite à Lyon, puis à Paris, portée par les témoins survivants et par les copies des carnets que Pietro avait imposé d'écrire. Documents qui circulèrent d'abord clandestinement dans les cercles socialistes et anarchistes, puis dans la presse militante, déclenchant un scandale retentissant. On y lisait les détails des privations, des humiliations, des tests infligés aux enfants, des méthodes inspirées par les obsessions pseudo-scientifiques d'Hélène, et le nom des Montclair, jadis synonyme de gloire militaire et de grand cru, devint en quelques semaines synonyme d'horreur et de décadence. Et si Armand tenta encore de mobiliser ses relations pour étouffer l'affaire, il se heurta au silence gêné de ses pairs, car nul ne voulait être associé à une telle ignominie. Et déjà, dans les milieux populaires, la légende des Piémontais de Montclair grandissait, racontée dans les cafés comme une preuve que même les plus opprimés pouvaient se dresser et faire trembler les puissants. Et certains disaient que Pietro et les siens avaient réussi à fuir vers la Suisse par les cols enneigés. D'autres affirmaient qu'ils s'étaient dispersés dans les faubourgs de Lyon, infiltrant les réseaux ouvriers pour poursuivre leur lutte sous d'autres formes. Et d'autres encore juraient qu'ils avaient péri dans les forêts proches, engloutis par le silence de la répression. Mais peu importe, leur nom, leurs gestes, leur histoire avaient dépassé leur chair, et ils étaient devenus un mythe, un symbole brandi dans les meetings ouvriers, un murmure répété dans les ateliers de soierie, une menace chuchotée par les domestiques à leurs maîtres. Et la maison Montclair, elle, ne se remit jamais. Abandonnée après la faillite du comte, rachetée puis désertée, envahie par les herbes folles et les ronces, transformée en ruine que les enfants du pays évitaient par crainte d'y croiser les fantômes des Piémontais. Et jusqu'au XXe siècle, on continua de dire que les nuits de mars, on entendait, parmi les ceps desséchés, le bruit de 3 coups frappés sur un tonneau, comme l'écho éternel du signal de Pietro, rappelant à tous que la discipline imposée par la cruauté peut parfois engendrer non pas l'obéissance, mais la révolte, et que dans les entrailles même de la souffrance peut naître une force capable de renverser les empires, car la tragédie des Montclair, loin d'être un simple épisode de violence, devint une légende fondatrice, prouvant que même dans les châteaux les plus riches, l'orgueil et l'inhumanité peuvent transformer l'histoire en malédiction, et que les pages écrites dans le sang ne s'effacent jamais.